Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique de cette fin de semaine. Alors je vais mettre 3 questions à la une. Comment François Hollande a-t-il pu en arriver là? Comment le président de la République française a-t-il pu se retrouver frontalement exposé à un dossier de 629 métallos dont l'avenir est compromis depuis des années? Comment est-ce que le gouvernement a-t-il pu se faire piéger de cette manière-là à force de faire de Florange le thaumaturge de la relance de l'industrie française? Eh bien il est complètement pieds et poings liés avec évidemment un accord qui ne verra pas le jour, avec des hauts fourneaux qui seront bien sûr arrêtés et avec ce projet d'acier Verulcos dont plus aucun industriel ne veut entendre parler aujourd'hui nulle part en Europe, dans la mesure où tout le monde y croit sur le papier mais personne ne veut mettre d'argent dedans. Résultat, nous sommes devant un échec total, une faillite politique absolue. Cette histoire est véritablement une tartufferie chétive. On va en parler avec mes invités. La deuxième question du jour portera sur la bourse. Pourquoi la bourse monte alors que l'économie va si mal? Hier, on a touché les 6000 points, les 3600 points sur le CAC 40. Alors que pourtant la BCE nous a dit que 2013 serait une nouvelle année de récession. Et puis la troisième question, est-ce qu'on peut éternellement offrir plus de services en baissant les prix? Est-ce que ça ne menace pas l'investissement? Je parle de Free qui a décidé de doubler la quantité de communication dans son fameux forfait à 2 €. Et j'ai justement avec moi dans ce studio l'un des co-auteurs du rapport qui a été commandé par Free et qui nous explique que Free a fait pourtant entendre bien à l'économie. Ce co-auteur, il s'appelle David Tesmar. Bonjour David. Bonjour. Il est professeur à HEC, donc la question en fin d'émission. Voilà, est-ce qu'on peut effectivement donner plus pour moins d'argent et continuer à avoir suffisamment de marge pour continuer à investir? Voilà. Jean Debelot, bonjour. Bonjour Nicolas. Président d'Aria Partners, cabinet de communication et d'affaires publiques. Et puis Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Animateur du blog les-crise.fr et puis également président d'une nouvelle association, Diacrisis. C'est quoi Diacrisis, Olivier Berruyer? C'est une association qui a pour objet de soutenir différentes initiatives qui consistent à mieux étudier les crises dans lesquelles on est et à proposer différentes voies de sortie pour les gérer au mieux. Vous voulez dire que vous voulez, via cette association, dire ce que personne ne dit sur la réalité de la crise européenne, sur la réalité des finances publiques, sur la réalité du surendettement pour payer le surendettement? Un peu, et son premier combat sera à partir de la semaine prochaine pour la séparation des activités bancaires, une vraie séparation et non pas la bouillie que prépare le gouvernement actuellement. Vous êtes prévu dans le planning? Je ne sais plus, la semaine prochaine. Je crois pas. Ça va être l'actu de la semaine prochaine pour moi. Bien sûr. Ça, je me prépare, je suis dans les starting blocks. Qu'est-ce qu'une activité utile et une activité inutile à l'économie? Vaste question. Allez, on y va avec vous, Jean Debelot. Est-ce que vous comprenez comment le gouvernement a pu en arriver là, sur ce truc? Comment est-ce qu'on a pu s'enfermer dans un dossier qui était morné au départ et finalement se faire totalement piéger, au point de discréditer l'exécutif, de discréditer l'image de la France? Enfin bon, vous connaissez le film par cœur. Nicolas, le dossier, il n'est pas forcément morné. Il n'est pas géré en France depuis plusieurs années. Il n'est pas géré au niveau européen. Vous vous souvenez que les conditions dans lesquelles Mittal a mis la main sur le groupe il y a quelques années, c'était fait dans une absence de concertation européenne, alors qu'on avait soi-disant fabriqué un groupe multidirigé, un peu à Paris, un peu à Luxembourg, entre différents partenaires, etc. C'était Usinor, Aceralia et Arbed, voilà, c'est ça. Qui c'était... Bon. Donc ça fait déjà plusieurs années que le problème se pose. Là, il y a 2-3 choses qui sont profondément choquantes. On entend de toutes parts, et notamment du côté du gouvernement, que depuis plusieurs années, le groupe Mittal n'a pas respecté les engagements qu'il avait pris. Alors de 2 choses l'une, ou on les lui fait respecter, ou on ne les lui fait pas respecter, ou on le sanctionne, ou on ne le sanctionne pas. Vous entendez des responsables gouvernementaux... Il y avait des clauses de sauvegarde. Le dire. Voilà. Ces engagements, c'était en fonction de l'évolution du cycle économique. Enfin, on vous dit, la parole gouvernementale vous dit, il n'a pas respecté ses engagements. C'est ce que dit la parole gouvernementale. Est-ce que le gouvernement en tire des conclusions, de quelle façon, etc. Après, il y a le désordre intrinsèque au gouvernement, et c'est votre question, qui est de laisser courir à la fois 2 options en même temps, l'option qu'on va qualifier Montebourg, et l'option, si c'en est une, Hérault. Et de parvenir à ce mystère de communication sur un point ultra sensible, puisqu'on est dans le symbole des symboles, sur une industrie lourde, des ouvriers, etc. Ils s'y sont évidemment très très mal pris. Mais il est difficile de trouver aujourd'hui un dossier qui soit géré de façon ordonnée par ce gouvernement. Vous vous rendez compte, le président de la République, je suis garant de l'accord. Alors que dans l'accord, la fermeture des hauts fourneaux y est globalement inscrite, que le reclassement des métallos y est inscrit, que Ulcos ne verra jamais le jour à Florange, c'est déjà inscrit. David, votre réaction à cette fin de semaine pathétique quand même. Et d'ailleurs, vous avez vu que Pierre Moscovici a annulé hier sa conférence de presse destinée à faire le bilan des 6 premiers mois.
Comment aller faire le bilan d'ici premier mois quand il faut assumer une semaine pareille avec en plus les suspicions qu'il y a autour du ministre du Budget? Qu'est-ce que vous en pensez, David? Non, mais il y a un courant profond dans la politique française qui consiste à dire les usines c'est mon truc, l'industrie c'est important, etc. Donc du coup on est en train petit à petit de découvrir que, en tout cas si l'industrie c'est important, personne ne nie que c'est important. C'est pas forcément l'industrie à laquelle on pense, en tout cas certainement pas l'industrie du siècle, des 2 siècles derniers. Gemalto, c'est de l'industrie. Voilà, donc il y a un renouvellement industriel. Je crois qu'il y a deux, en fait, je crois que les hommes politiques, enfin il y a un malentendu énorme dans ce débat qui est que, enfin on est dans un pays où il y a du chômage depuis des décennies, et puis dans un pays où la part de l'industrie est déclinante dans les statistiques. Et donc on lie les deux phénomènes. Ça n'a rien à voir. L'industrie telle qu'elle va se développer et se régénérer n'est pas une industrie qui créera des emplois non qualifiés. Les emplois non qualifiés, pour les métallos de Florange, ils sont dans les services. Donc il faut, si vous voulez, la politique industrielle... David, il y a une industrie sidérurgique en Allemagne. De Belot. Florissante, qui produit 40% de plus qu'en France, qui est organisée en filière, qui est organisée avec des grands groupes, qui exporte et qui produit pour l'industrie. Alors, on sait très bien... On ne peut pas tous avoir l'industrie sidérurgique allemande. Enfin, on peut pas tous être des Allemands. Non, mais il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité à ne pas avoir d'industrie sidérurgique en zone euro, en zone européenne. Et David, il vous a pas échappé aussi que les emplois de service non qualifiés, ils sont un petit peu partis au Maroc et en Chine. Ça, c'est quoi pour vous les emplois de service non qualifiés? Les emplois de service qualifiés, vous en avez dans la logistique, vous en avez dans l'hôtellerie, la restauration, vous en avez dans plein de... On est bien d'accord qu'en proportion, vous n'arrivez plus à fournir l'emploi qu'il faut aux personnes non qualifiées qui sont en échec lamentable dans notre système éducatif. Non, attendez, la question est très intéressante. Est-ce qu'en supprimant les usines et les cheminées qui fument et effectivement le travail non qualifié, on a la capacité à côté dans les services de trouver des réponses? Non, mais il y a deux sujets distincts. Pour employer ces gens. Il y a deux sujets distincts. Il y a un sujet de balance commerciale et il y a un sujet d'emploi. Il s'avère que historiquement, le sujet de balance commerciale et le sujet d'emploi sont liés. C'est-à-dire que historiquement, au XXe siècle, à la première moitié du XXe siècle, vous étiez dans un état du monde où l'industrie fournissait les exportations et fournissait aussi les emplois non qualifiés. Depuis, disons, la deuxième moitié du XXe siècle, petit à petit, on s'achemine vers un monde où ce sont les services qui fournissent les emplois non qualifiés d'un côté et l'industrie qui continuera à contribuer à l'excédent de la balance commerciale ou au déficit de la balance commerciale. On est d'accord, David, pour dire que c'est essentiel que nous ayons encore des biens industriels à vendre. 82% des exportations, ce sont des biens. Pas nécessairement en les produisant en France, peut-être en faisant une partie simplement, c'est le cas allemand d'ailleurs, dont on parle souvent, en créant une grande partie de la valeur de la chaîne de production à la fin en France, mais l'essentiel est produit à l'étranger. L'industrie, c'est autre chose. L'industrie, c'est de la gestion de projet. C'est l'une des explications de la compétitivité de l'industrie allemande. C'est ce qu'on dit. Évidemment. Oui, bien sûr. Mais la manière dont vous l'avez expliqué, David, l'a été particulièrement clair. Ça fait du bien de l'entendre comme ça. Non, mais il est clair. Non, mais voilà, c'est bien d'expliquer qu'on n'est pas obligé d'avoir le point de départ et le point d'arrivée du produit dans un même mètre carré français pour avoir effectivement une politique industrielle. Mais on a le droit aussi d'avoir un avis peut-être un peu différent, parce que ce genre de raisonnement, moi, il m'amuse bien. On est au degré zéro de la stratégie géopolitique. On est en train de considérer qu'on est dans un monde de bisounours, que c'est pas grave que notre acier soit produit par la Chine ou l'Inde, parce que bien entendu, tout va bien se passer dans les 30 ans qui viennent, on va avoir des relations cordiales et harmonieuses, et puis, qu'est-ce que c'est bien d'avoir des produits qui nécessitent des éléments créés dans une dizaine d'autres pays. Enfin, on l'a vu l'année dernière, je pense, par exemple, aux inondations qu'il y avait en Thaïlande, où brutalement, vous avez un bout de la Thaïlande qui est inondé, et il n'y a plus un seul disque dur sur la planète. On voit pire. Souvenir qu'on a eu du David, on voit pire. On a vu pire. Et David après. On a vu pire. La Commission européenne depuis 15 ans s'est chargée de libéraliser les marchés de l'énergie en Europe, sans jamais se poser la question qui était pourtant basique de l'indépendance énergétique de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne. Donc on a dit on va libéraliser, mettre en concurrence, ouvrir au maximum, et puis un jour on s'aperçoit qu'on est dépendant du gaz russe, du gaz algérien, du gaz extérieur. Mais la question de l'autonomie, de l'indépendance, de la puissance européenne, que ce soit sur l'énergie, sur les industries lourdes, sur les tarifications commerciales, alors ça, on a totalement abdiqué.
Effectivement, il y a un modèle allemand, mais un modèle allemand qui est très particulier. Oui, qui est très particulier, qui ne s'est pas exporté partout. Hein. Mais c'est très... Enfin oui, David... Mais on est dans un débat éternel entre la centralisation, qu'est-ce qu'on peut faire quand on centralise, quand on réfléchit aux implications, répercussions géopolitiques, aux grandes politiques industrielles à un niveau très central qui serait le niveau de l'Europe, et puis quand on laisse les acteurs du business faire et que l'État définit les règles du jeu. Donc on retombe toujours un peu dans ce débat entre interventionnisme et libéralisme. Mais je crois qu'on est tous d'accord que dans tous les secteurs et dans tous les domaines... David, ce débat, l'équilibre par lequel il est géré de façon différente aux États-Unis, en Chine, en Russie, au Brésil, en Inde. Le problème de la structure européenne, c'est qu'il n'y a pas d'instance étatique, d'instance corrélée, d'instance entre les États pour gérer l'équilibre de cette politique. Il n'y a pas. On n'a pas digressé quand même par rapport au sujet de départ. Non, c'est si, parce que on est quand même dans des sujets de politique industrielle. Oui. Au fond. Donc la question, c'est est-ce que les politiques de filière, ça marche? Qu'est-ce qu'on peut espérer faire avec des politiques de filière? Est-ce qu'on continue à fabriquer des voitures en France? Est-ce que, comme le disait Marine Le Pen à une question, je suis convaincu que nous pourrons à nouveau refabriquer les téléphones portables sur le sol français. Enfin, quelle importance ça peut avoir? Non, mais globalement, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaye effectivement à tout prix de sauver les hauts fourneaux de Florange qui produisent 2,5 millions de tonnes par an et qui sont loin de la mer, ou est-ce qu'on se dit que le Premier ministre ou le Président de la République ferait mieux d'aller chez Hologramme Industrie, qui était chez nous ce matin, qui fabrique les passeports biométriques, ou d'aller chez Gemalto? Mais Nicolas, la question, il y a des messages du contenu du redressement productif. C'est autour de quel axe industriel et de services on essaye de reconstruire dans ce pays, et pourquoi pas en concertation européenne, des filières, des savoir-faire, des capacités exportatrices, des know-how, des gestes industriels, des méthodes. Et la question, bizarrement, Arnaud Montebourg, il court d'endroit en endroit, de façon un peu sympathique et désordonnée, mais la question véritablement de la recomposition industrielle, elle n'est pas sur la table. Qu'est-ce qu'on appelle une filière, David Tesmar? Oui, ça c'est effrayant. Non, mais on ne sait pas. Enfin, la vérité, c'est qu'il faudrait faire un jour la liste de tout ce qui s'est fait. Il y a des succès et des échecs. Quand on pense quand même aux politiques de filière, on pense au réseau Transpac ou alors au plan calcul des années 80. Est-ce que l'État est vraiment très très bien placé pour définir des filières? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il essaye de mettre en place les conditions pour qu'il y ait un transfert de savoir entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, qu'il y ait des clusters industriels, etc., qui fassent une politique géographique en fait, qui est quasiment une question de géographie de l'industrie, et puis qui laisse ensuite les entrepreneurs chercher. Tout est dit dans le rapport de l'Institut de l'entreprise cette semaine sur les pôles de compétitivité, où ils expliquent que globalement, quand vous avez 70% de votre financement qui est public, vous n'avez pas d'obligation de résultat, pas d'obligation de retour sur investissement, et il faudrait imposer que pour 1 euro plus d'argent public, on trouve 1 euro d'argent privé. Non mais attendez, on a inventé transformer la R&D en business. On a inventé Internet dans les années 80 en France. Simplement, personne n'en a jamais voulu. Donc, on a dit beaucoup de choses là, Olivier, si on en revient à cette fin de semaine pathétique avec un Arnaud Montebourg carbonisé, un gouvernement discrédité, une image de la France encore un peu plus abîmée, où on a supposé pendant quelques heures qu'on allait peut-être exproprier une entreprise privée, avec un temps perdu incroyable, avec une contre-pédagogie extraordinaire vis-à-vis de l'opinion, qui était quand même à 60% favorable à la nationalisation. On est tous d'accord ici pour dire qu'il ne fallait pas nationaliser. La nationalisation, c'est une expropriation. Donc vous vous rangez dans le camp des pays type Venezuela ou Argentine. Donc c'est pas une catégorie dans laquelle la France souhaite n'exagérons pas l'expropriation, vous rachetez quand même derrière. Vous rachetez, mais à un prix que vous fixez, un type qui veut pas vendre. Vous en revenez au point que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez un gouvernement qui vous dit dans sa communication officielle: nous venons de signer avec un groupe dont nous disons que depuis plusieurs années, il ne respecte pas ses engagements. C'est simplement dans la même phrase, dans la même conférence de presse, au niveau du Premier ministre. Pour tout commun des mortels, pour tout citoyen, économiste ou non, dirigeant d'entreprise ou quoi que ce soit, c'est simplement un bug de politique, un bug de communication à un niveau rarement atteint. On se rend bien compte. On a eu les raffarinades, mais là, on est à un niveau très élevé. C'est pas vrai, Jean, c'est de moins en moins rare quand même. Mais il ne voulait pas nationaliser pour sortir du risque de nationalisation, parce que le temps était compté, c'était le week-end dernier, souvenez-vous, il fallait un accord. Alors cet accord était un non-accord, le gouvernement trop de ministres, trop de désorganisation, pas de concertation et pas de plan politique organisé. De l'incompétence aussi, Jean Debré? Non, pas de vision à 3, 4, 5 ans de ce qu'il faut faire. Mais comment on peut ne pas avoir de vision à 3, 4, 5 ans quand on est aux affaires et qu'on a eu 10 ans pour s'y préparer? La question, c'est que, si vous voulez, les ministres, ils passent beaucoup de temps à tweeter.
Non, mais il passe énormément de temps à tweeter. Il pense que tweeter, c'est avoir une identité. Il pense que tweeter, c'est important. Il y a vraiment des bugs de compréhension de l'acte politique, du geste, de la manifestation. On se demande un peu où sont les têtes, qui les conseillent et comment ça s'organise. Par rapport à votre question, Olivier Nicolas, c'est une caractéristique, je dirais, assez triste maintenant de notre système politique, le nôtre et dans les pays occidentaux, c'est en effet de ne pas gérer à 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est gérer au mois quand ça va bien, gérer à la semaine sur Twitter. En effet, c'est là le problème. On a 2 minutes 20, là, j'aimerais juste qu'on fasse une ode à Gemalto, fruit du mariage de Gem Plus et Axalto en 2006. 2 milliards de chiffre d'affaires, 300 millions d'euros de résultats opérationnels attendus cette année, 10 000 personnes dans 40 pays, 92% de hausse pour l'action depuis le 1er janvier. Et une capitalisation de 6,5 milliards d'euros. Est-ce que les marchés ne sont pas en train tout simplement d'avoir raison? Ils sortent Alcatel du CAC 40, ils mettent Gemalto. De la même manière, on voit que ce sont Iliad et Atos qui vont intégrer le CAC Next 20 aux dépens de Eurotunnel et de Wendel. Est-ce que tout simplement, la vraie vie, elle n'est pas là? Les marchés ont plus facilement raison de manière relative que de raison absolue. C'est-à-dire que c'est difficile de connaître le niveau, le niveau de la bourse, c'est difficile, mais ils arrivent assez bien à classer les entreprises les unes entre les autres. Voilà, il y a une réorganisation qui correspond davantage à une vision, justement une forme de vision d'avenir quand même, Jean de Belot là-dedans. Quand on voit que des Gemalto intègrent le CAC 40. On a totalement changé de sujet. Oui, bien sûr. D'accord. Cela étant, la bourse, c'est l'incertitude permanente, les évaluations changent. On s'aperçoit régulièrement que des boîtes très sérieuses peuvent acheter pour 10 milliards de dollars des boîtes dont elles s'aperçoivent 6 mois après qu'il n'y avait pas la valeur. C'est tout de même l'instabilité instaurée en dogme. Alors, il y a des boîtes qui se renouvellent, il y a des boîtes qui changent dans le CAC, etc. L'exemple de Free est intéressant. Free, c'est à la fois de la concurrence et de la volonté d'État. C'est aussi le régulateur et l'État qui choisissent de donner les moyens à Free dans des conditions très spécifiques qui sont très éloignées des règles normales de la concurrence, de pouvoir faire des offres disparatantes, allons-nous dire, sur lesquelles les autres s'adaptent avec les conséquences sociales que les uns et les autres ont pu, et notamment sociales, et pas seulement sociales. Les choses ne sont pas si claires. Olivier, pour terminer sur Gemalto, là, sur 30 secondes, on peut dire tout le bien de cette entreprise? Oui, c'est une belle réussite et en effet. Il y a des gens qui ne la connaissent pas. Mais il y a de très belles boîtes. Il y a beaucoup de très belles boîtes en France. Il y a beaucoup de très belles boîtes en France. On vient de se désespérer pendant 25 minutes et vous avez vu, on a du mal à se réjouir pendant 2 minutes. Non, mais elle illustre ce qu'on disait au début sur l'industrie, qui est que l'industrie, ça crée des emplois qualifiés et des excédents de balance commerciale, mais ça crée pas d'emplois non qualifiés. On imagine bien qu'il n'y a pas des tonnes de métallos chez Gemalto. Ça j'admets. Donc c'est bien de ça dont on parle. La nature changeante de l'industrie est illustrée par cette histoire. Olivier, un mot là-dessus? Par rapport à l'entreprise aussi, on pourrait rajouter que le savoir-faire c'est bien, le faire savoir c'est mieux. Oui, mais justement, il se débrouille pas si mal que ça. Un humain sur deux a un produit Gemalto dans sa poche. Stéphane Soumier faisait un rêve ce matin. Il s'imaginait tout d'un coup que l'événement de l'arrivée de Gemalto au CAC 40 faisait que Olivier Pioux était invité aux 20h d'une grande chaîne de télé. Truc de fou. Alors on faisait éventuellement un sujet neige au début parce qu'il faut bien quand même commencer par quelque chose qui évite de vider la salle. Mais voilà, on va vous raconter quelque chose qui fonctionne. Et au moment où on cherche à sauver les hauts fourneaux, eh bien il y a une boîte qui fait 6,5 milliards d'euros de capitalisation boursière et qui progresse de presque 100% sur un an en bourse. Bon. Alors, on est moins prolixe quand il faut dire des choses bien heureuses. Alors on va marquer une pause après cette sombre période politique où finalement, comme le disait Mathieu Jolivet ce matin dans Good Morning Business, eh bien, d'une certaine manière, Florange a un peu tué Copernic. Copernic, c'était tout l'état d'esprit qui avait suivi le rapport Gallois et le pacte de compétitivité. Et là, c'est vrai qu'en une semaine, on a un peu laminé ce nouveau souffle qui était né dans la politique du gouvernement. On marque une pause. Est-ce que vous comprenez la bourse? Alors on a commencé à évoquer le sujet avec Jean de Belot, on en parle dans un instant. Hier on était à 3600 points, pourtant les nouvelles macroéconomiques ne sont pas très bonnes. Comment ça se fait? Et puis on évoquera justement Free. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec David Tesmar, il est professeur de finance à HEC. Jean de Belot, le président d'Aria Partners, c'est un cabinet de communication et d'affaires publiques. Et Olivier Berruyer, qui est à l'origine du blog, l'animateur du blog lestradeunioncrise.fr et également président d'une nouvelle association, Diacrisis, une association de recherche et d'information du public sur la crise. J'ai énormément de réactions d'auditeurs
Alors d'abord, je salue Elodie qui vit en Écosse et qui écoute tous les jours l'émission. J'aime bien les auditeurs à l'étranger qui racontent, qui nous suivent quotidiennement. Antoine, on ne fait pas des raffarinades, mais on nous fait des farinades, écrit-il. C'est-à-dire qu'après nous avoir pétri avec les impôts, on nous roule dans la farine en essayant de sauver de ce qui ne peut pas l'être. Sébastien, Florange. Pendant que le gouvernement se noie dans de mauvaises priorités, les PME et TPE continuent à ramer pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Il y a Hervé. Pourquoi vous ne parlez pas du fait que cette nationalisation n'aurait pas été acceptée par Bruxelles ? C'est comme d'habitude une gesticulation politique pour enfumer les Français. On parle de 600 emplois pour occulter les 50 000 chômeurs mensuels. Lionel, l'État n'a pas à se mêler d'innovation ou de stratégie économique. Si la fiscalité était raisonnable et simple, les entreprises auraient les moyens d'innover, auraient les moyens d'investir et le feraient là où la croissance est possible. Il y a Benoît Jérôme qui écrit « Nos politiques appliquent depuis des années les mêmes solutions aux mêmes causes en espérant que les résultats soient différents. » C'est pas complètement faux, ça. Mais en même temps, dit-il, il faut arrêter de penser que nous pouvons avoir uniquement des industries très high-tech. Et là, David, il pense qu'effectivement, c'est pas avec de l'industrie très high-tech qu'on réussira à régler nos problèmes d'emploi. Bah oui, non mais ça je suis d'accord avec lui. Et vous êtes d'accord avec lui? Ben oui, oui. Et est-ce que les services auront la capacité d'absorber? Absolument. Absolument. Les services, c'est très grand, c'est la grande distribution, c'est le commerce, c'est l'hôtellerie, la restauration, la logistique. Vous avez des gisements d'emplois énormes. Alors Alexandre écrit, ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut faire du service, ça fait 20 ans qu'on délocalise les emplois de service, peu ou pas qualifiés, et aujourd'hui on commence même à délocaliser des services qualifiés. Il cite l'exemple d'une entreprise, alors j'ai pas vérifié, donc je ne cite pas l'entreprise, mais qui a installé son activité économique en Tchéquie, Pologne et en Espagne, une grande entreprise française. Oui, enfin les secteurs dont je parle sont des secteurs qui ne sont pas délocalisables, mais vous avez évidemment des secteurs qui le sont. Oui. Renault? Non, c'est pas Renault. Non, c'est pas Renault, mais il y en a évidemment. Ouais, mais ils sont très bien les auditeurs. Le vrai problème, c'est le coût de l'État, d'un État de moins en moins efficace et qui coûte de plus en plus cher. Et qui pénalise à la fois les entreprises productrices, qu'elles soient d'ailleurs du public ou du privé. Et c'est ça le drame français. Et le vrai paradoxe, et ce qu'il y a de scandaleux dans ce qui se passe, c'est que pour des raisons sur lesquelles on ne va pas trop revenir, aujourd'hui l'État français emprunte à des taux particulièrement bas, pour des raisons qui ne sont pas, allons-nous dire, objectives. Il y a une chance historique pour ce gouvernement d'être dans une période où la dette coûte très peu cher, où il aurait une chance de restructurer, de montrer un chemin de réforme, qui aurait l'appui des marchés, qui aurait l'appui de nos créanciers, qui pourrait recréer de la confiance dans la population, refaire venir des investisseurs et des créateurs. Et je crains que d'ici 18 mois, cette chance soit terminée, cette opportunité soit terminée. Et véritablement, Jospin avait eu la chance en 97 d'une conjoncture favorable, il a fait les 35 heures. Et Hollande a cette année, cette période, cette aberration qui s'explique, hein, mais cette aberration, cette difformité d'avoir un taux d'endettement de l'État français historiquement le plus bas alors qu'on est dans une situation macroéconomique et financière particulièrement difficile. Et il annoncerait un programme de réforme à la façon de Schröder qui pourrait être compris par les Français, comme, à condition évidemment de le communiquer autrement que ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais on pourrait réinverser occasion historique. La confiance, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça va se gérer par du grand soir. Les choses sont fragiles, c'est vraiment difficile à réformer, difficile à gérer, mais c'est le cap indiqué et la volonté par des mesures profondes qui... Et là, il y a une chance historique de le faire. Un cas pratique, un laboratoire en cours, c'est la négociation sur la réforme du marché du travail. Hier, c'est la CFDT et le MEDEF qui nous ont dit qu'ils espéraient un accord le 20 décembre. Évidemment, après, c'est la trêve de Noël. Bon, il est certain aujourd'hui que c'est une anomalie économique, le fait que nous ayons des taux... C'est une opportunité, mais c'est également une opportunité colossale à saisir d'urgence. La disparition des pays fiables fait qu'il n'y en a presque plus et que du coup, on profite finalement de la crise du Sud et on est considéré comme un pays du Nord parce que la crise du Sud est particulièrement grave. Du jour où l'Italie et l'Espagne verraient leur taux à 10 ans baisser, le nôtre mécaniquement augmenterait et ce serait la fin de la lune de miel justement. Dernier mail qui va vous plaire beaucoup, Olivier Berruyer. Antoine écrit « Le système actuel n'a plus rien à voir avec du capitalisme. C'est un gigantesque Madoff de capital fictif, écrit-il. Toujours dans l'intérêt des mêmes, les vieux riches, clientèle électorale, assis sur leur retraite grotesque et leur patrimoine bidon en dette publique et en immobilier rationné. Le travail n'est plus rien, la rente devient tout. » Je suis assez d'accord, moi, quand je dis ça. Allez, je commence avec Olivier. Est-ce que vous comprenez la bourse, Olivier? 3600 points hier en clôture, alors que la BCE nous dit qu'on sera en récession en 2013, alors qu'on a un actif sur 10 au chômage en France, qu'on a un fiscal cliff avec une impasse politique pour l'instant aux États-Unis, des doutes sur la Chine. Comment est-ce que vous expliquez
espèce de... Alors, il y a le rallye de fin d'année, l'explication technique, les volumes sont faibles, c'est vrai, donc il faut relativiser le phénomène, mais c'est assez inexplicable de voir que la bourse monte autant alors que les indices macroéconomiques baissent autant. Oui, il y a deux explications assez simples. La première, c'est qu'il y a de vastes manipulations là-dedans sur des cours aussi faibles. La deuxième, c'est qu'il y a des analyses complètement erronées, et que ce qu'on appelle marché et sa fameuse fiabilité, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le marché est un peu le quotient intellectuel d'une huître. Enfin voilà, c'est ça qui se passe très concrètement. Quotient intellectuel d'une huître. Attendez, il n'y a que des mauvaises nouvelles, ça bourse. Mais quelle manipulation? Bon, attendez, vous avez des ordinateurs qui jouent contre des ordinateurs, c'est ça maintenant la bourse. Et de temps en temps, il y a quelques petits épargnants qui vont se faire plomber là-dedans. Quand vous regardez le trading haute fréquence, la part qu'il représente, quand vous regardez les volumes... Il n'a jamais provoqué de crise systémique, le trading haute fréquence. On peut effectivement s'émouvoir de savoir que les ordres passent en millisecondes, mais le trading haute fréquence n'a jamais été à l'origine d'un problème fondamental. On est tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème fondamental, c'est juste du vol qu'on tolère. Trading... vol contre l'air. C'est du vol contre l'air. Dans le trading haute fréquence, il y a des choses formidables. Vous lancez les ordres, vous regardez comment le marché réagit, puis vous annulez vos ordres en fonction de la réaction du marché. C'est du délit d'initié, certes à la milliseconde, mais c'est du délit d'initié. C'est exactement ça qui se passe. Comment on peut tolérer en bourse qu'on lance des ordres d'achat, on les annule avant qu'ils soient exécutés? Enfin, c'est pas le casino, la bourse. Si vous passez l'ordre d'achat, vous achetez. 80% des ordres d'achat sont annulés avant d'être exécutés, simplement pour s'amuser à sonder les cours. Quotient intellectuel d'une huître, et puis manipulation, notamment à cause du trading automatisé. Votre lecture du phénomène David Tesmar? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont compris qu'ils avaient deux alliés qui sont Ben Bernanke et Mario Draghi, qui leur font l'open bar dès qu'il y a un risque qui apparaît, et on étale le risque avec l'open bar des banques centrales. Et je crois que finalement, c'est ça qu'ils achètent. Oui, ça finira mal, c'est tout. Bien sûr, mais alors ça, bon, après, sur l'aboutissement, effectivement... L'open bar, c'est généralement très dangereux. Oui, c'est ça. Ça nous rappelle... Oui. On sait tous autour de cette table que... Sinon, je vous pose la question basique, pourquoi la bourse monte autant alors que la macroéconomie est si désastreuse? Non, mais ça, ce qu'on sait, c'est que statistiquement, il y a un petit contenu informationnel dans l'évolution du marché sur l'activité future. Donc après, évidemment, on sait que le marché bouge pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec les anticipations futures, et que c'est d'ailleurs très difficile de prévoir le futur. Donc il n'y a pas de raison que les marchés y arrivent mieux que les autres. Il y a quand même un certain nombre de signes qui suggèrent qu'on aurait peut-être touché le fond en quelque sorte de la récession à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les enquêtes de conjoncture qui sont toujours les signaux qui sont avancés de l'activité, donc quand on demande au patron où en est votre carnet de commandes, etc., ça remonte ce mois-ci. Donc voilà, en novembre on a une remontée, on aurait touché le fond. Voilà. Remonter, c'est ça. Voilà, mais on reste en récession. Enfin, les indicateurs qui sont sortis hier, bref. Donc en tout cas, on a du côté des enquêtes, des signaux marginalement positifs qui disent qu'on peut-être la chute libre s'arrête en un sens. Donc c'est peut-être ça auquel les marchés réagissent. Ceci dit, comme l'ont dit les deux intervenants précédents, c'est vraiment évidemment. Enfin, c'est pas en regardant juste les marchés qu'on saura quelle sera la croissance du PIB l'année prochaine. À court terme, ils peuvent se planter, mais généralement à long terme, ils n'ont pas complètement tort. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ce que je vous dis. En moyenne, ils n'ont pas trop tort. Ils ont vu que le risque systémique de la Grèce était maintenant sous contrôle de la BCE. Ils ont vu que les banques d'Espagne allaient recevoir 37 milliards. Ils savent très bien qu'il y aura un accord entre républicains et démocrates le 31 décembre à minuit -5 sur le fiscal cliff. Ils ont bien vu que la Chine était quand même en train de se poser des questions sur son modèle durable d'économie. Enfin, finalement, ils se disent que l'avenir, pas en janvier ou en février, mais l'avenir à 18 mois, il est peut-être pas si noir que ça. Enfin, je sais pas. Oui, il est moins noir que ce qu'ils pensaient. En gros, c'est ça le. Mais bon, aussi, vous avez des réallocations de portefeuille énormes. C'est-à-dire qu'avec le fait que quand même l'obligataire est très peu rentable, petit à petit, quand même, l'argent se redirige vers les actions. Il y a un peu de ça quand même. L'obligation c'est cher, l'or c'est cher, l'immobilier trop cher. On retourne vers ce qu'on a délaissé. Vous avez des effets un peu de demande de court terme. Oui. Jean de Belot. Deux, trois choses. La foi dans les marchés, c'est tout de même un canular. L'idée que les marchés diraient la vérité, une vérité qui bouge instantanément, qui bouge surtout en permanence. On y a beaucoup cru dans les années récentes. Ça a été une forme de religion dont on commence à revenir. Un chiffre qui me paraît sur ce marché-là, sur ce type, avec les éléments notamment que rappelait Olivier tout à l'heure. Un chiffre qui me paraît important. Vous aviez en France, il y a quelques années, 8 millions d'actionnaires individuels. En 2008, vous en aviez 6, vous en avez 4 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est entre les bousculades du marché et l'hypertaxation des revenus du capital. Parce qu'en vérité, le capital est beaucoup plus taxé que le travail depuis plusieurs années dans ce pays, contrairement à la logorée politique, qu'elle vienne du PS ou de l'UMP, etc., puisque je n'en vois pas les chiffres. On a totalement décroché le citoyen, l'actionnaire individuel de l'entreprise
de l'action et de l'investissement long terme. Et c'est un risque important. Les pays qui se portent bien ne sont pas comme ça. Ils n'ont pas de telle structure. Ils n'ont pas de telle structure. Voilà. Je pense que sur les marchés, c'est deux remarques qui me paraissent importantes, notamment sur la situation française. Rapidement. Allez-y, David. Il y a une chose qui consiste à dire, dans l'évolution des marchés, il y a un petit peu d'information. Après, il y a aussi beaucoup de bruit. Donc, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est une question de degré. L'autre point sur qui sont les investisseurs qui opèrent sur la bourse. Donc, c'est vrai que les traders haute fréquence sont une grosse partie du volume. Néanmoins, qui détient les actions? Les échanges quotidiens américains se font par ordinateur. Mais qui détient les actions? Au fond, qui détient les actions? Et la grande majorité des détenteurs d'actions, c'est des fonds communs de placement, des fonds de pension, des investisseurs longs, des compagnies d'assurance. Donc ça, c'est le stock des actions est quand même détenu par ces gens-là. Donc il faut quand même. Et c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit moins des investisseurs individuels, parce que bon, c'est quand même très dur de savoir s'il faut jouer Alcatel ou Gemalto, si vous voulez. C'est quand même pas évident pour un investisseur individuel. C'est un métier de professionnel. Donc c'est pas illogique que tout ça soit intermédié par des professionnels qui sont pour la détention essentiellement des investisseurs longs et effectivement pour ce qu'on appelle le market making, c'est-à-dire les allers-retours quotidiens plutôt. Le phénomène qui se passe sur l'actionnariat direct, qui se passe aussi sur l'actionnariat intermédiaire, vous le savez bien. Il faut bien que quelqu'un détienne les actions. Oui, des fonds de pension, des institutionnels, des gérants long terme. Olivier Berruyer là-dessus, et puis on refermera cette question toujours assez insoluble. Un peu plus sérieusement, trois propositions que je fais dans mon prochain livre. Un, repasser à un fixing par jour à la bourse. Alors ça peut être une cotation par jour, il y a une valeur par jour pour une action, ce qui est déjà quand même extrêmement élevé. Et donc on arrête automatiquement les histoires de trading haute fréquence au lieu de faire encore des lois pour revenir à ce que prévoit le gouvernement pour soi-disant interdire le trading haute fréquence dans son projet de loi de la semaine prochaine qui en clair interdira rien du tout. Donc un fixing par jour, vous avez réglé le problème. Deuxième point, vous enlevez le droit de vote aux actionnaires qui sont là depuis moins d'un an. Vous demandez à ce qu'avant de voter dans une entreprise, vous ayez fait la preuve que vous souhaitiez vous y investir un minimum. Et le troisième point, un dividende double pour les actionnaires qui sont là depuis 4 ou 5 ans, par exemple. L'idée est de revenir aux bases du capitalisme, donc avoir des actionnaires qui croient un minimum à l'entreprise dans laquelle ils investissent, avec un réel affectio societatis, et récompenser les actionnaires longs et punir les investisseurs qui sont plus vraiment des investisseurs. Et quand on reste une minute, une heure ou un jour dans une entreprise, revenir à des basiques. Pourquoi pas, mais il faudrait demander aux entreprises, aux émetteurs, donc aux entreprises, si elles souhaitent ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Par exemple, vous avez des plateformes d'échange où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de traders haute fréquence. C'est pas des plateformes d'échange qui ont du succès. Les gens ne veulent pas faire leurs échanges là-dessus. Donc, en un sens, il faut voir le point de vue du client et de la liberté contractuelle. Si les gens ont envie d'acheter une action au milieu de la journée, de quel droit est-ce que vous l'empêcheriez? Parce qu'il y a des conséquences extrêmement négatives dans l'ensemble du système. Au nom de droit, je sais que je prononce un gros mot qui s'appelle règle. Je sais que dans la philosophie actuelle, qu'on qualifie soi-disant de libéral, qui est surtout laissez-fairiste, et moi je qualifie très proche de l'anarchisme. Quand on est dans ce genre de règle, on ne veut aucune règle, on veut la liberté absolue, pas la moindre contrainte. On ne peut pas, David, demander l'accord du régulé à la régulation, parce qu'il ne voudra pas. Si on demande l'accord des alcooliques pour mettre une limite au taux d'alcoolémie, on ne l'obtiendra pas. Si on demande aux chauffards leur accord pour mettre une limite de vitesse, on ne l'obtiendra pas. Si on demande l'avis des actionnaires sur ce genre de choses, vous obtiendrez tous les gens qui s'amusent à faire des paris, qui croient que la bourse est un casino et qui se moquent royalement des entreprises et de leur avenir à plusieurs années, leur accord, ils ne vous le donneront pas. Il en va aussi de la survie du système capitaliste. Vous devriez, Olivier Berruyer, proposer vos 3 propositions à Jean-Louis Beffa, parce qu'il dit dans son dernier ouvrage qu'il faut des mesures législatives pour distinguer le long terme du court terme. Mais Claude Bébéar a ce genre de propositions. Je ne vais pas les chercher chez Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous avez... Ajoutons un élément, c'est que les marchés financiers des pays émergents ou dits émergents, qui sont les véritables grandes puissances d'aujourd'hui, sont quasiment régulés sur ces termes-là et pas du tout ouverts. Écoutez, les marchés chinois, indiens, ne sont pas du tout organisés de la même façon que les marchés occidentaux. Jean réagissait comme ça parce que David Tesmar faisait une vous n'avez pas un fixing par jour à Hong Kong, il me semble. Mais Hong Kong, je ne le mets pas exact. C'est une base financière, Hong Kong, précisément. Mais c'est là où on achète et où on vend les actions chinoises. Le problème, David, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé. On ne peut pas dire aujourd'hui que tout fonctionne bien. On ne peut pas dire aujourd'hui que les bilans des banques sont transparents. Donc, à un moment, il faut réussir à trouver la bonne solution ou la moins mauvaise. Mais la crise financière vient pas du fait qu'il y a des high frequency traders. Mais non, mais la crise financière ne vient pas du trading haute fréquence. Elle ne vient
problème bancaire, il faut réguler les banques, mais ça on est tous d'accord. C'est exactement comme la compétitivité, c'est pas qu'un problème de coût du travail, c'est un problème global de plein de choses. Évidemment, il n'y a pas un sujet qui explique la crise, mais il s'est quand même passé 2-3 bricoles depuis 5 ans qui fait qu'il va bien falloir trouver une issue à ces trucs-là. Non mais il faut analyser le problème, c'est-à-dire est-ce qu'on pense qu'effectivement les désordres sur les marchés financiers font du mal aux entreprises? Est-ce que c'est mal qu'il y ait des gens qui achètent des actions pour une seconde? À qui est-ce que ça peut faire du mal? Ça peut faire du mal. L'argument, ça pourrait être que ça fait du mal à l'entreprise parce qu'elle n'a pas d'actionnaires qui sont investis sur le long terme, etc. Mais si l'entreprise elle-même souhaite avoir des actionnaires de ce type, pourquoi est-ce que vous l'empêcheriez? Ça doit bien vouloir dire que ces actionnaires lui apportent un service. En un sens, c'est possible. Je pense que c'est pas les problèmes principaux. Les problèmes principaux de régulation financière, c'est la réglementation des banques. Enfin, il y a le problème. La crise financière actuelle, c'est une crise bancaire. Le VAT de ce côté-là est absolument catégorique. Il faut séparer, mais totalement les activités. C'est-à-dire que l'activité de marché, de spéculation, n'a plus de financement de dépôt. Ça, c'est c'est très difficile à faire. C'est très difficile, mais vous remarquerez simplement que sur la régulation des banques, alors que l'Union européenne est en train de vouloir appliquer scrupuleusement Bâle III, les Américains s'en sont délivrés. Oui, mais je sais. Voilà. C'est l'enfer, on s'en sort pas. Non, mais chacun fait ça. On a toujours. Non, c'est pas que chacun fait sa régulation. Vickers, Volcker, Liikanen. Il y a des déséquilibres spécifiquement européens qui font qu'on ne pense pas la chose européenne en puissance, en intérêt européen, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe dans les autres grands blocs. Voilà, et on va appliquer. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Pébreau, qui est tout de même un artiste de la banque respecté mondialement. Et là, il y a une fois de plus démonstration d'un bug européen qui était celui qu'on évoquait sur l'industrie tout à l'heure, sur la compétitivité entre États membres, sur l'absence de politique commerciale. On va se garder 3 minutes pour faire un peu de free. Juste, on a beaucoup évoqué, j'ai beaucoup évoqué le sujet ici, David Tesmar, avec votre compère Augustin Landier. Je l'appelle compère parce que vous rédigez régulièrement ensemble et vous signez ensemble ouvrages et articles. En quelques mots, parce qu'on l'a déjà dit, comment vous réagissez à toutes les critiques qui disent que globalement le low cost va trop loin, que oui, peut-être que Free a libéré du pouvoir d'achat, mais qu'on est en train de casser finalement les investissements des années futures? Oui, alors il y a plusieurs points. Alors effectivement, c'est plus discutable au sens où effectivement, s'il y a beaucoup de concurrence et qu'il y a des très gros investissements à faire, la rentabilité des investissements évidemment baisse et potentiellement vous pouvez avoir moins d'investissements. Donc ça, c'est un phénomène qui est assez discuté dans la littérature économique. Donc là, on sort de la littérature. Ils sont en train de faire la 4G, de mettre de la fibre optique sous les trottoirs. Eh oui, SFR n'arrive plus à suivre son programme d'investissement et même Free aussi est un peu... Mais c'est pas... Free ne le fait pas. Vous avez affaire à des entreprises qui n'a pas besoin de le faire. Free a un accord avec Orange qui le délivre de son engagement d'investissement. Non, ils doivent continuer à couvrir. Là, on peut en discuter indéfiniment, mais il faut avoir en tête qu'il se passe quelque chose, qui est que le coût de déploiement d'un réseau mobile, donc là je parle que du mobile, je ne parle pas de la fibre optique, le coût de déploiement d'un réseau mobile a chuté de manière dramatique au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire que alors que ça coûtait plus de 10 milliards de construire un réseau mobile au début des années 2000, 3G, maintenant ça coûte 1 milliard. Donc Free serait très très content de faire son réseau tout de suite. Et ensuite, le problème c'est que c'est assez long à faire, il faut poser des antennes, etc. Donc c'est ça le problème. Mais c'est pas là pour le coup l'investissement dans le mobile, c'est pas vraiment un sujet. La question, alors j'ai un mail d'auditeur Lionel, il dit que oui, Free respecte ses engagements. Si le client n'est pas content du service, ce sera un échec, mais c'est au client de trancher, pas à l'État. Si les marges de Free ne lui permettent pas de vivre, Free coulera. Mais en l'occurrence, Free arrive à vivre. Bah, bien sûr, vous avez affaire à un entrepreneur qui prend des décisions de business. S'il les prend, c'est qu'elles sont rentables de son point de vue. Ça alors, votre avis, on a vraiment une minute, le sujet est passionnant. Est-ce que la concurrence fait du bien? Est-ce que la concurrence fait du mal, notamment en période de crise et de crise sérieuse, à votre avis? En l'espèce, c'est quand même un point très positif qui est venu casser un espèce de monopole à 3 qui était scandaleux et pour lesquels les 3 opérateurs historiques s'étaient déjà fait condamner pour entente illicite et les profits qui ont été dégagés par cette entente monopolistique n'a évidemment jamais servi à financer des investissements futurs, a été distribué vite fait, bien fait aux actionnaires. Jean, pour terminer, sur la concurrence, sur Free, la concurrence... si vous voulez, sur Free, ce n'est pas une concurrence pure. Les conditions dans lesquelles Free a acheté sa licence sont décalées par rapport au reste du marché. Il y a un appui du régulateur qui est une volonté d'avoir un 4e opérateur pour venir bousculer. J'ajoute un simple élément. Dans l'offre Free nouvelle, ce que le client a très bien compris, c'est que le service coûte moins cher, mais que le mobile n'est pas intégré. Et donc, forcément, en termes de délivrance de pouvoir d'achat pour autre chose, on a tout de même quelques...
un leurre en réalité, parce qu'il faut tout de même acheter le mobile, parce que si vous avez le service moins cher mais que vous n'avez pas de mobile, vous n'avez rien du tout. En même mais temps, les gens préfèrent un... Non, mais les gens, ils ont le choix. Mais en termes de délivrance sur l'emploi créé ou le pouvoir d'achat, elle n'est pas véritablement réelle. Et d'une certaine manière, peut-être aussi que la subvention du téléphone par les opérateurs... que l'impact sur l'emploi est très très faible. Il faudrait peut-être sortir de la subvention du téléphone par les opérateurs, qui fait que finalement les opérateurs engraissent Samsung et Apple. Bah oui, mais il serait peut-être temps. J'ai un éditeur qui s'appelle Ahmed. J'écoute Olivier Berruyer depuis quelques temps. Ce garçon me plaît énormément, mais j'arrive pas à le situer. Je voudrais savoir si vous êtes au centre, à droite, d'extrême gauche. Toujours les gens ont besoin de savoir si vous êtes de droite ou de gauche dans la mesure où vous vous exprimez publiquement. Bon, C'est intéressant, mais je n'arrive pas à me situer là-dessus parce que sur certains points, je peux avoir une vision assez libérale, sur d'autres une vision qui peut être qualifiée de gauche. Je suis plutôt régulateur, mesuré, humaniste. Voilà. Dans le descriptif de Diacrisis, association apolitique. Oui, je crois que c'est comme ça que je l'ai lu. Bon, on n'est pas allé au bout de toutes les problématiques. En tout cas, on en a survolé pas mal. Et notamment, on a refermé cette semaine Florange. Lundi, c'est fini, vous croyez ? Pas sûr. C'était Jean de Belot, Olivier Berruyer, David Tesmar. On se retrouve lundi.